Est-ce qu'on a l'autorisation pour démarrer? C'est bon? Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui déclenche en quelque sorte le compte à rebours du prochain salon Intermat qui se tiendra du 24 au 27 avril. Donc on est à J-369, quelque chose comme ça. 2024 évidemment, table ronde qui a vocation à poser les enjeux de ce salon avec les grands acteurs du secteur. Salon dont la dernière édition remonte à 2018 pour cause de Covid, on l'aura bien compris. Alors ce qui est passionnant, c'est que 2018, c'était un autre monde, une autre époque. Depuis, beaucoup de choses ont changé. L'enjeu majeur, c'est bien sûr la décarbonation du secteur qui a des conséquences en cascade sur tous les acteurs. Et la vocation d'Intermat, c'est bien sûr de proposer toutes les dernières technologies, mais aussi, au sens plus large, les solutions ou les combinaisons de solutions aux problématiques d'énergie, de recrutement, de pénibilité, de formation, de répartition, de transformation de la chaîne de valeur. Alors toutes les filières sont présentes pour participer à ce débat. Je vous présente donc ces acteurs. Philippe Coé, bonjour. Philippe Coé, vous êtes président de DLR qui regroupe les entreprises de la distribution, location, maintenance et services pour les matériels de construction et de manutention. Jean-Claude Fayad, bonjour. Vous êtes le président d'Evolis qui représente les constructeurs d'équipements et de machines français ou internationaux lorsqu'ils ont des usines en France. Bruno Cavagnier, bonjour, président de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. Christophe Possémé, président de EMGO FFB. Vous représentez 15 000 entreprises de maçonnerie et de gros œuvres adhérents à la FFB. Pascal Guillemin, président du CEMAT, le syndicat des entreprises internationales des matériels et de travaux publics, mines et carrières, bâtiments et élevage, qui regroupe les fabricants et fournisseurs internationaux, donc de matériel, équipements, solutions et techniques pour la construction. Et puis pour Intermat, Isabelle Alfano, bonjour. Vous êtes la directrice du salon, et puis Laurent Noël, directeur, lui, général de division à Comexposium. Alors, je vais commencer avec vous, Isabelle Alfano, parce que comme on le disait, personne, lors du dernier salon en 2018, n'aurait pu imaginer à quel point le monde allait changer. Ou pour le dire autrement, il y avait des changements qu'on sentait venir, mais disons que les crises qu'on a subies amènent ces changements à une vitesse qu'on ne pouvait pas imaginer en 2018. Non, en effet. Merci Emmanuel. Et d'abord, bonjour à tous. Je suis très bien entourée ce matin, effectivement, pour annoncer le lancement officiel à un peu plus d'un an de cette Intermat 2024. Donc, comme vous le disiez, Emmanuel, la dernière édition en avril 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui a été, qui est en même temps une difficulté, puisque effectivement il s'est passé 6 ans sera passé 6 ans entre deux éditions, et en même temps une opportunité de se poser beaucoup de questions et de réfléchir à comment pouvait s'inscrire Intermat dans cette évolution, cette révolution, ce nouvel enjeu de la filière. Et donc nous avons passé beaucoup de temps avec les professions qui sont toutes représentées aujourd'hui pour concevoir un salon avec les acteurs et pour les acteurs, et afin de répondre à l'enjeu majeur de la filière, c'est-à-dire la décarbonation de la filière de la construction. Donc c'est une nouvelle édition qui ambitionne d'être bien la vitrine de l'excellence de la filière construction, au niveau français, bien sûr. Le plateau aujourd'hui est français, mais aussi avec des regards vers l'Europe et vers le reste du monde. Et elle sera, cette édition 2024, notamment marquée par la mobilisation de l'ensemble des organisations. Donc, bien sûr, nos partenaires CEMAT et Evolis, mais également la FFB, la FNTP et le DLR. Afin de répondre à ce nouvel enjeu, nous avons totalement repensé le format du salon. C'est un nouveau modèle inscrit dans la transformation bas carbone de la filière construction. Et c'est avec cette feuille de route que nous avons conçu cet Intermat 2024, avec une nouveauté, vous l'avez sans doute noté, qui est le nouveau format sur 4 jours au lieu de 6.
qui permet un format à la fois efficace, à la fois permet aussi de réduire l'empreinte du salon. C'est un salon qui va proposer surtout une offre élargie. Donc on a bien sûr une offre exhaustive au niveau des matériels, des équipements, mais nous accueillerons un écosystème plus large permettant d'intégrer l'ensemble de l'offre qui intervient dans ces enjeux de décarbonation, donc les nouvelles technologies, mais également les nouvelles énergies. Et pour faire passer tous ces messages, nous avons conçu un salon organisé autour de 4 grandes thématiques. Que sont bien sûr l'innovation. L'innovation, elle fait partie de l'ADN du salon et ça sera un des axes majeurs d'Intermat 2024, les innovations au sens large, les énergies, je viens de le dire, à travers une offre nouvelle sur ce pan de nomenclature, mais également avec beaucoup de contenu autour des énergies. Je pense qu'on aura l'occasion de parler des énergies au cours du débat aujourd'hui. Ce qu'on a appelé nouvelles équations, puisque les enjeux de décarbonation, la transformation de la filière impliquent des nouveaux métiers, des nouvelles formations, des nouvelles réglementations, des nouveaux business models. Donc on aura un contenu autour de toutes ces nouvelles équations, et puis toute une partie sur l'engagement et la RSE, qui sera au niveau de l'exécution du salon, mais qui sera également au niveau de l'accompagnement et le format de participation des exposants. Donc un élargissement de l'écosystème, des nouveaux espaces pour répondre aux défis du secteur, et puis une nouvelle offre, je le disais. Donc on retrouvera nos grandes familles de produits, terrassement, démolition, transport, la manutention, le levage, le bâtiment et la filière du béton et tout ce qui est route, industrie des matériaux, et un nouveau pôle totalement dédié aux nouvelles énergies et aux nouvelles technologies. Voilà, et donc un format repensé avec une exposition intérieure, mais également bien sûr l'exposition extérieure et les démonstrations qui font partie de l'ADN du salon. Et là encore, on est en train de travailler avec les exposants qui nous suivent déjà sur cette nouvelle édition pour penser un espace de démonstration qui réponde aussi à ces enjeux de décarbonation, donc quelque chose d'un peu nouveau. Alors, décarbonation, on va y venir tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, mais quand même, juste le petit exercice que je vais vous demander rapidement à chacun d'entre vous, parce qu'on dit on n'est plus dans le même monde, mais c'était quoi votre état d'esprit en 2018 pour bien comprendre comment le monde a changé? Je ne sais pas, par exemple, Philippe Coé, dites-moi tous un petit mot là-dessus. En 2018, comment vous voyiez l'avenir de votre métier? Qu'est-ce qui vous préoccupait par rapport à aujourd'hui? Allô? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, pardon. 2018, on était vraiment dans un autre monde, et en particulier par rapport à tout ce qui est impact environnemental de nos activités. Je pense que les choses n'étaient pas à l'ordre du jour, on va dire. On regardait l'aspect traditionnel, planète, déchets, consommation énergétique, mais pas au point d'où on en est aujourd'hui. C'était un peu autre chose. Bruno? Rappelez-vous que, d'abord, bonjour à toutes et à tous, que 2015 a été l'année la pire qu'on a eue en travaux publics. Donc 2018, c'est 3 ans après où on ressort, et nous c'était le business, c'était comment on finance, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais la transition écologique, transition énergétique, c'était pas ce qu'on avait en tête. Et finalement, et on va le voir, ça a évolué très très vite. Alors le Covid, etc., nous ont fait accélérer, mais il y a une prise de conscience, je trouve, et des entreprises et des élus locaux, qui a été quasiment exponentielle. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Christophe, je peux avoir un prénom en plus. Bonjour à tous et à toutes, pour commencer. Moi, je dirais 2018, c'était des carnets de commandes remplis. Nous aurions dû faire des années exceptionnelles dans le bâtiment. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était à la merci de l'international, crises successives avec le Covid, derrière hausse très forte des matériaux due soi-disant à la Chine qui avait du mal à nous envoyer de la matière première. Et donc on a eu un dérèglement complet dans nos entreprises avec forte inflation, la guerre en Ukraine qui a recommencé en 2022 avec à nouveau des fortes inflations de matériaux et des soubresauts continus qui fait que nos entreprises, nous avons dû rentrer dans une agilité constante. Et moi, j'en tire
que du positif aujourd'hui, parce que cette agilité, on va en avoir besoin avec tous les beaux sujets que nous allons voir ce matin. Alors, Pascal Guillemin, Jean-Claude Fayad, qui est co-organisateur finalement du salon, vous, 2018, c'était quoi vos ambitions? Vous voyez comment le monde avançait? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, en 2018, ce que on prévoyait pas finalement une très grande rupture. Les ruptures sont venues, comme on vient de le dire, notamment la rupture énergétique avec la guerre en Ukraine, bon, peut-être, et puis le constat de la faiblesse de la production énergétique française, les objectifs globaux de décarbonation français. Et 2018, c'était aussi un petit peu le début d'un certain nombre de technologies qui ne sont pas encore rentrées dans un stade d'adoption très élevé. Je pense particulièrement au guidage machine. En 2018, c'était les balbutiements du guidage machine, qui est un des éléments très importants, je pense, de la décarbonation, avec son lien avec les logiciels et le BIM. Voilà, rapidement. Jean-Claude Fayad. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense qu'en fait, ce qui nous a touchés, c'est ce qui a touché l'ensemble de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, on a connu 3 choses complètement imprévisibles. La pandémie, qui aurait imaginé que nous resterions confinés pendant plusieurs semaines. Une guerre aux portes de l'Europe, qui aurait imaginé ça. Et une inflation, sauf peut-être des très vieux parmi nous, que nous n'avions pas connues. Mais c'était plus qu'imprévisible, c'est-à-dire que c'était des choses dont on C'est pensait des choses qu'elles ne se reproduiraient jamais. Et donc, Ouais. nous avons dû faire face à ça. Et en fait, c'est non seulement nos clients, nous-mêmes, notre population, chez nous, les gens qui travaillent dans nos entreprises, qui ont fait face à ça. Et c'est ça qui a amené un grand changement. Or, derrière, ça a précipité des choses comme la décarbonation, probablement, comme la digitalisation. Mais ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est que il nous est arrivé 3 choses en l'espace de 3 ans que nous n'aurions jamais imaginées. Laurent Noël. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'aurais plutôt une vision organisateur de salon, puisque comme Exposium organise salon, donc Intermat. En 2018, la décarbonation était dans nos esprits, et on a toujours essayé d'apporter plus de responsabilité sur ces sujets-là dans l'organisation des événements. Mais on s'est rendu compte, on était assez lent sur le sujet. Donc on essayait, mais en fait, souvent on avait des freins internes, externes, qui faisaient qu'on n'arrivait pas. Et effectivement, comme le disait Jean-Claude Fayard, tout ce qui nous est arrivé, ces 3 éléments-là, nous ont forcé à aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus responsable sur la manière dont nous organisons les événements. Et il y a d'ailleurs une charte qui a été signée au niveau de l'UNIMEV, qui est l'association des organisateurs de salons en France, qui nous donne un objectif à 2030 de décarboner au maximum nos salons. C'est un long process. Il y a beaucoup de débats sur la question. Ça passe par des changements d'habitude. Par exemple, vous allez avoir pas de moquette sur certains salons. Parce que plutôt que de mettre de la moquette et la jeter après, à ce moment-là, ne pas en mettre. Voilà. Donc c'est tout un tas de choses qui nous obligent en tant qu'organisateurs à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement sur cette question-là. Bon, merci à vous tous, à vous 7, de vous être prêtés à cet exercice qui est quand même assez instructif, effectivement. Alors, décarbonation, on va voir à quel point ça bouleverse finalement toute l'organisation de la filière. Pour mesurer les enjeux, Bruno Cavagnier, il y a un double enjeu, en fait, on le voit bien, avec votre secteur. C'est ce que vous émettez finalement en tant que secteur industriel. Et puis il y a surtout tous les usages qui sont faits après des travaux. Et là, vous avez, vous, en tant que constructeur, un impact, évidemment, sur les émissions de tous les utilisateurs de vos travaux. Oui, en fait, on a fait un exercice à partir de 2001 parce qu'on s'est posé des questions. La France avait pris des engagements à l'horizon 2030 et 2050. On s'est dit, mais comment nous, on se situe là-dedans? Puis, quand vous travaillez
uniquement à la FNTP, vous arrivez assez rapidement à vous dire il faut qu'on se fasse aider. On s'est fait aider notamment de Carbone 4, et pas que d'ailleurs, de l'OFCE et d'Utopie, pour dire finalement qu'est-ce qu'on représente, et si nous voulons décarboner nos métiers, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment on s'inscrit dans cette stratégie. Et on s'est aperçu de deux choses, effectivement. D'abord que l'empreinte carbone de notre profession, c'est-à-dire l'acte de construire, c'est 3,5% de l'empreinte carbone du pays. Alors on se dit, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est 2 fois plus que notre poids dans l'économie. Donc pour nous, c'est énorme. Et après, on est allé un peu plus loin, on a dit finalement, les infrastructures et l'usage des infrastructures, là, c'est 50% de l'empreinte carbone du pays. Ce qui est considérable. C'est-à-dire si vous ne travaillez pas là-dessus, vous n'y arrivez pas. Et derrière, on a fait des scénarios en disant, mais finalement, pour adapter nos infrastructures, et je vais revenir sur les 3,5 après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Carbone 4 a fait 2 scénarios. Ces panneaux, un scénario dit que nous on appelle de décroissance, qu'ils ont appelé sobriété, c'est-à-dire qu'on considère qu'on aura besoin de moins de mobilité, il y aura moins de démographie, moins de tout, que je ne partage pas, mais c'est le leur. Et malgré tout, pour adapter nos infrastructures, c'est 15 milliards de plus par an. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des effets de levier. Et à l'inverse, en disant, si on considère qu'on aura besoin de plus de mobilité, plus de démographie, c'est à l'horizon 2050, 30 milliards de plus, mais finalement on arrive au même endroit avec, on en parlera, notamment l'innovation. Donc ce sont des sommes considérables qu'il faudra mettre en œuvre. Et puis, sur notre partie, les 3,5%. Sur les 3,5%, on a le matériel et l'énergie qui nous concernent aujourd'hui directement. C'est les 2/3 de l'empreinte carbone. Donc vous imaginez bien que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc on s'est engagé à baisser de 40% à l'horizon 2030 notre empreinte carbone, mais il faut qu'on soit tous ensemble. Et on est en train de former nos entrepreneurs sur un cycle de 4 ans pour leur dire très pratiquement, avec du béton bas carbone, avec des start and stop sur du matériel, avec des choses très pratico-pratiques, comment on peut baisser. Mais on voit bien, on en reparlera peut-être tout à l'heure certainement, que dans ce magma d'énergie, où vous savez plus s'il faut prendre de l'hydrogène, de l'électrique, du biocarburant, où un coup Bercy vous dit on va vous supprimer votre avantage fiscal sur le GNR et puis on le reporte. Bref, on est quand même un peu perdu là-dedans et on a besoin de réunions comme celle-là, on a besoin d'intermates, on a besoin de gens, y compris avec le gouvernement, qui se mettent autour de la table et qui nous disent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, voilà la trajectoire, voilà ce que on peut imaginer, mais sans les industriels, on ne fait rien. Si on ne nous dit pas, écoutez, vous excitez pas les gars, avant 10 ans, l'hydrogène, ça marchera ou pas d'ailleurs, parce qu'on a l'électricité, ça sera que sur du petit matériel, parce qu'on se retrouve aujourd'hui très concrètement avec des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on achète comme camion? Qu'est-ce qu'on achète comme pelle? Qu'est-ce qu'on achète avec des délais de livraison? Parce que effectivement, le Covid a mis des équations, des inconnus supplémentaires à tout ça. Et donc, on est vraiment dans un moment de questionnement et où on a besoin tous de se dire, voilà ce qu'il est possible de faire vraiment et pas de se raconter, non, mais demain, on va tous rouler à l'électrique, sans parler des problématiques de bornes de recharge que l'on a. Et c'est là aussi où l'énergie, évidemment, rejoint. Alors, effectivement, la question de l'énergie, on va l'aborder très vite, mais quand même encore pour bien mesurer les enjeux de la décarbonation. Christophe Possémé, vous dites la décarbonation, en fait, ça va bien au-delà d'essayer de polluer moins et d'émettre moins de CO2. C'est aussi une nouvelle façon d'envisager la conduite des chantiers. Alors, je vais revenir quand même sur la décarbonation. Ce n'est pas un nouveau sujet. La réglementation environnementale 2020. Ça a commencé en 2019 avec les travaux, avec la méthode dynamique, qui nous a donné des paliers 2022, 2025, 2028, 2031. Et c'est là où on a commencé à se dire, on construisait d'une certaine façon avec les RT 2012, on construisait mieux qu'il y a 20 ans, mais on ne prenait que certains critères en compte. Et là aujourd'hui, à partir de 2028, on se dit ça va être difficile de construire avec nos matériaux actuels, avec nos modes opérateurs actuels, avec le matériel actuel.
Et couplé avec les usages, donc avec l'analyse du cycle de vie dans sa globalité, et je voudrais revenir aussi sur la REP, la responsabilité environnementale des producteurs, qui arrive aussi sur tout ce qui est des constructions, et ben on s'est rendu compte qu'il va falloir être beaucoup plus précis aujourd'hui dans la décarbonation et dans le calcul carbone. Et donc tous les acteurs sont importants pour réussir à construire qualitativement, bien sûr, et de répondre aux exigences qu'on va avoir dans les années à venir. Et là, on s'est rendu compte que le matériel va commencer à avoir un vrai poids, même s'il n'est que de 5% dans le calcul global, nous, de l'analyse de cycle de vie, mais c'est quand même 5%. Et si on peut déjà réduire de 50% les émissions de carbone sur la partie matérielle, et quand on dit matériel, c'est le petit outillage, parce que souvent on parle de matériel, on voit les grosses pelles, les gros dumpers. Non, il y a aussi tout le petit outillage qu'il y a sur les chantiers de bâtiments qui sont utilisés par les électriciens, par des plombiers, par des couvreurs, par des peintres. Donc on se rend bien compte que là, il y a un grand nombre de matériel d'outillage. Derrière, il y a aussi la qualité de la mise en œuvre sur les chantiers. Pendant des années, c'était vas-y, va bosser, le matériel il a 20 ans, c'est pas grave, hein, il fume derrière, il fait un bruit pas possible, hein, c'est vraiment l'image de Germinal, mais c'est une réalité quand même dans un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Les salariés qui nous arrivent de nouvelle génération, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité, du bien-être au travail. Ils ont envie d'avoir un métier sur lequel, le matin, quand ils se lèvent, ils se disent bah, tiens, super, je vais aller bosser, je vais aller construire une maison, je vais aller construire un immeuble. Et donc, on se doit dans nos entreprises de réfléchir à mettre de bonnes conditions de travail pour nos salariés. Et ça passe en premier lieu par le matériel, puisque c'est la première chose qu'on utilise sur les chantiers. C'est une perceuse, c'est une bétonnière, c'est un télescopique, c'est une mini-pelle, c'est le camion, rien que le véhicule pour aller sur le lieu de travail. Et je pense que là, on a, en termes de RSE, de responsabilité derrière, un grand travail, on verra ça tout à l'heure, mais un grand travail à faire sur nos chantiers. Oui, sauf Dernier il n'y point. a pas que vos salariés, il y a des riverains à vos, Voilà. à vos chantiers. Dernier point, et dans la salle, il y a beaucoup de techniciens sur le sujet, les ZFE, les zones à faible émission. Premier sujet, c'est comment on arrive sur le chantier. Donc ça, on va en discuter, hein, c'est que nos motoristes inventent sur le marché pour qu'on puisse avoir du matériel qui soit en critère 1 ou critère 0 dans les années à venir pour qu'on puisse aller sur nos chantiers. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il y a le matériel sur le chantier. À ce jour, la plupart des ZFE ne prennent pas en compte le matériel, l'utilisation du matériel pour construire sur les chantiers. Mais moi, je reste persuadé que des communes, des métropoles, dans les années à venir, nous contraindront également sur les nuisances sonores. Et quand je parle de nuisances sonores, vous savez tous, pour ceux qui habitent à Paris ou dans une ville, c'est quand même casse-pied à 7 h du matin quand vous avez le marteau-piqueur qui se met en route et puis que ça vous réveille, que ça réveille votre gamin ou gamine qui a 6 mois et puis qui vous a cassé les pieds toute la nuit. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'évoluer aussi pour les riverains, donc pour l'environnement et la qualité des chantiers. Moi, je prends toujours l'image, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas allés, à aller au Japon. La qualité des chantiers, elle est juste magnifique. Vous pouvez manger par terre, il n'y a pas de bruit, tout est nickel. Et ben, si j'avais un vœu pieux à faire, c'est que je suis encore jeune, j'espère qu'à ma retraite, on arrivera à avoir cette qualité de chantier de demain. Et dernier volet qu'on discutera tout à l'heure, c'est la partie RSE, mais surtout RH pour nos entreprises. Et là, on a beaucoup avancé. Merci beaucoup, Christophe Possémier. Alors, vous avez commencé tous à l'évoquer. Une des questions cruciales, ce sera la question finalement de l'énergie, hein, des carburants avec lesquels finalement toutes les machines vont fonctionner. Philippe Coé, alors vous, entre les constructeurs et les utilisateurs, finalement, 80% du matériel est loué. Et donc, c'est comme ça qu'on a affaire à vous. Et donc, évidemment, quand vous achetez le matériel qui sera loué, j'imagine que vous arrachez les cheveux avec l'interrogation qu'a déjà soulevée Bruno Cavagnier. C'est concrètement, sachant que mes achats de matériel, ils m'engagent sur plusieurs années, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quel choix on fait? Sur quels critères? Oui, tout à fait. Si on regarde d'ailleurs des évolutions un peu macro, si la location de matériel dans le BTP a autant augmenté, c'est bien parce qu'il y a eu un souci de la valeur d'usage avec des technologies, des mondes constructifs différents, etc. Et c'est comme ça que notre secteur, hein, à la fois les loueurs, mais aussi les distributeurs, s'est développé avec, nous sommes les spécialistes du matériel, mais le matériel dans son usage. Il y a dans nos constructeurs, nous fournissent des matériels,
Et nous, à la fois l'usage, l'exploitation, la fiabilité et évidemment dans la chaîne de valeur, la tenue de la valeur au cours du temps. Hein. Toutes les sociétés de location, elles créent de la valeur à l'achat, à l'exploitation, mais aussi à la revente. Donc on voit bien que quand par rapport à cette situation d'objectif de décarbonation, les technologies du matériel sont remises, on va dire, un peu sans dessus-dessous, qu'il y a des grandes interrogations pour les loueurs de matériel et aussi les concessionnaires, distributeurs qui accompagnent ces matériels dans leur vie. Il y a de vrais questionnements, pas uniquement économiques, aussi en termes de fiabilité. Hein, parce que voilà, quand un constructeur, un maçon loue un matériel et qu'il l'exploite, il veut évidemment avoir une fiabilité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a fait le choix historiquement de les louer pour avoir du matériel récent, qui est très fiable, qui est très performant, qui inclut les dernières technologies, quelles qu'elles soient. Et donc là, on a besoin, nous, de nous assurer que, je dirais, par rapport à ce que proposent ou proposeront les constructeurs, on s'inscrit dans quelque chose qui, dans le temps, va porter tout son usage, toute sa valeur d'usage, y compris la valeur de revente, pour une grande part à l'étranger. Donc, vous voyez, aujourd'hui, que si on est tout seul, c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde ça comme les constructeurs, je pense, à une échelle mondiale, à minimum européenne, pour essayer de nous assurer que les choix qu'on va faire aujourd'hui sur des évolutions de matériel avec des nouvelles technologies, ils vont s'inscrire dans la durée. Donc, les réglementations ne vont pas changer ou les disponibilités de différents types d'énergie carburant ne vont pas changer parce que sinon, on va avoir vraiment des difficultés sur la création de valeur au cours du temps autour de ces matériels. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on y travaille. Hein, je suis d'accord, il faut vraiment que ça soit une approche collaborative, j'y reviendrai, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul dans notre coin, ça c'est évident. Alors, celle qui va tout nous dire sur les nouvelles tendances pour vous aider justement à choisir vos matériels, c'est Isabelle Alfano. Juste quand même un point pour vous titiller, Bruno Cavagné, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, mais il ne faut pas croire que finalement cette transition énergétique, ça va être... Enfin, peut-être que j'interprète mal vos propos, mais ça ne va pas être un long chemin pavé de rose. Il ne suffit pas de décréter qu'on va utiliser tel type d'énergie. Il faut avoir vraiment une vision réaliste de cette transition énergétique. Oui, exactement, parce que quand on parle de biocarburants, quand on parle d'électrique, quand on parle d'hydrogène, quand on parle de tout ça, aujourd'hui, vous avez pas mal de solutions, certaines franco-françaises, donc on peut se dire que ça va être un peu plus compliqué. Pensez au Minitel, non? Non, mais oui, mais en tous les, non, mais les constructeurs qui sont des constructeurs mondiaux, ils peuvent pas faire un produit spécifique à la France, ou alors, je pense, que ça se saurait. Et donc, c'est une vraie difficulté dans ce magma de s'y reconnaître. Et de toute façon, on voit bien que ça va être inflationniste. Il ne faut pas le cacher. Quand je parlais tout à l'heure du GNR, quand on voit sur les énergies liquides, si on a intérêt demain à en garder, parce que sinon, ça va être encore plus compliqué. Donc, pour l'entrepreneur de base, et pas que pour lui, c'est compliqué. Et si on n'associe pas tout le monde, si on n'associe pas, moi je suis très surpris que Bruno Le Maire n'ait pas, par exemple, depuis longtemps, mis tout le monde autour de la table en disant, écoutez les gars, dites-nous ce qui est réaliste, au lieu de toujours essayer d'aller choper 1 milliard par-ci ou par-là, d'essayer d'imaginer comment collectivement on arrive à changer notre empreinte carbone, à changer l'énergie qui est pour nos matériels ou pour nos matériaux. Quand on parle notamment de béton bas carbone, où on a des essais, et je ne parle même pas du prix. Parce que si on aborde le côté prix, quand on vous dit ça coûte 2 à 3 fois plus cher, qui paye, c'est encore une autre problématique. Bref, pour répondre à votre question, effectivement, ce n'est pas un chemin pavé de rose qui va être compliqué, qui va probablement être beaucoup plus long que ce qu'on imaginait, mais il n'y a pas de raison que si collectivement on s'y met tous ensemble, on n'y arrive pas. Alors la question du collectif, on va y arriver avec Jean-Claude Fayade, mais quand même, Isabelle Alfano, là on attend voilà, que vous nous expliquiez finalement sur le plan des énergies décarbonées, c'est quoi les nouvelles tendances pour faire fonctionner tous ces matériels de chantier? Alors, moi, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je voudrais revenir sur quelques chiffres qui ont été donnés, puisque, en fait, Intermat, depuis son histoire, c'est un salon de matériel. Et on voit l'impact et la part du matériel et des énergies sur la décarbonation. Et donc,
le timing, si je puis dire, même s'il est compliqué, on voit que toutes les solutions ne sont pas trouvées loin de là, il est, je dirais, presque idéal pour un salon comme Intermat, puisque on va être le moment de rencontre de toute l'offre. Donc à la fois les matériels, mais j'en ai parlé aussi, toutes les fournisseurs d'énergie. Donc ça sera nouveau, les fournisseurs d'énergie, le stockage, le rétrofit, donc toutes les solutions, la location aussi, hein, qui est une solution, en tout cas qui favorise la bascule vers des engins bas carbone, toutes les alternatives aux motorisations thermiques. Donc ça c'est le type de nouveaux produits qu'on verra sur Intermat. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est la dimension qui a été beaucoup évoquée, collaborative, collective. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut créer sur cet Intermat. C'est l'essence même d'un salon. C'est comme ça qu'on conçoit un salon. Mais là, c'est la première fois en fait que l'ensemble de la filière sera réuni pour débattre, pour montrer ce qui est possible, pour montrer les solutions, pour écouter aussi les clients, leur apporter des solutions. Et c'est vraiment comme ça que l'on conçoit ce prochain Intermat comme une plateforme qui porte les enjeux. Donc le contenu, il est le contenu que vous produisez actuellement collectivement. Et nous, notre mission, eh bien, c'est d'apporter ce contenu et de le rendre le plus clair possible pour que les entrepreneurs, justement, essayent de s'y retrouver dans ces enjeux, dans ces nouveaux matériels, dans ces nouvelles solutions, dans ces nouvelles réglementations, dans ces nouveaux enjeux de relations humaines également. On va parler de la partie ressources humaines, nouveaux métiers, avec une grande part donnée aux jeunes. Donc c'est vraiment ça. C'est comme ça que l'on a conçu Intermat, avec bien sûr une approche qui est française. Hein. C'est d'abord un salon en France avec une très belle offre française, avec une demande de très belles entreprises de construction françaises, mais avec la nécessité aussi d'aller regarder ce qui se passe en Europe et à l'international. Et une dernière chose, ce sujet qu'on va porter collectivement, nous pensons que ça va être aussi un bon moyen d'interpeller les pouvoirs publics et de faire mobiliser le gouvernement et d'avoir des représentants du gouvernement sur le salon, parce qu'il y aura beaucoup à voir. Alors, justement, Jean-Claude Fayat, on a évoqué pas mal d'incertitudes. Il y a effectivement les incertitudes réglementaires, et on sent bien, à travers ce que vous dites les uns et les autres, que finalement, il y a une priorité, c'est quand même d'être proactif en la matière. On a vu qu'il y a d'autres secteurs, comme l'automobile, par exemple, qui ne l'avaient peut-être pas été assez et qui leur est tombé dessus des injonctions type 2035, plus de commercialisation de voitures thermiques. Et cette idée aussi que finalement, Jean-Claude Fayette, on n'est plus peut-être dans un salon avec des clients et puis des constructeurs qui viennent vendre leurs produits, mais justement cette idée finalement d'organisation vraiment de la filière pour trouver des solutions à tous les problèmes nouveaux qui sont posés. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'en France, on a une filière d'excellence sur le bâtiment et les travaux publics, avec des entreprises qui construisent, mais aussi avec des constructeurs d'équipements et des loueurs qui sont de très haut niveau. Donc on a une filière d'excellence qu'on ne retrouve pas dans les pays autour. C'est une chance qu'on méconnaît, que nos pouvoirs publics, je pense, méconnaissent et qu'il faut mettre en avant. Ensuite, on a des thèmes, et entre autres un thème comme la décarbonation, où il faut faire attention à ne pas être réducteur là-dessus, parce que depuis tout à l'heure, j'entends parler de motorisation. C'est un des éléments de la décarbonation, un petit élément. Et je pense que ça ne se réduit pas à réfléchir électrique ou autre chose. Ça réfléchit à trouver des bons compromis, et puis aussi à réfléchir, par exemple, au recyclage. Quand on parle sur les chantiers, et c'est le rôle aussi des constructeurs d'équipements, d'apporter des solutions de recyclage. Ça produit beaucoup de carbone aujourd'hui quand on ne sait pas recycler. Il y a aussi le recyclage des matériels qui est très important. Donc c'est très complexe, et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'il faut montrer à la fois au pouvoir public qu'on a cette filière d'excellence en France, et puis je pense qu'on va en parler tout à l'heure, au niveau aussi des ressources humaines, de montrer que ce métier, c'est un métier formidable pour les jeunes, tant sur les chantiers que dans nos usines. Qui veut réagir Non ? Personne ?
Non, ouais, non, le métier est formidable. Vous savez, moi, je défends depuis 10 ans qu'on on fait des métiers de passion. Alors, donc, je bois du petit lait, mais ça ne m'étonne pas de la part de Jean-Claude. Et pour le coup, la transition écologique, la transition énergétique nous donne probablement une autre image vis-à-vis des jeunes et probablement donne envie à des jeunes d'aller voir ce que sont nos métiers. Et je crois qu'il faut vraiment avoir un focus là-dessus. C'est un moyen aussi de leur dire, venez pousser la porte des métiers du BTP au sens large, et vous allez voir que nous aussi, nos entreprises ont du sens, ce que l'on fait a du sens, et on travaille pour nos concitoyens et pour changer le pays. Alors, le monde, on va se calmer un peu, mais en tous les cas, je pense que vraiment, quand on parlait de jeunes tout à l'heure qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous faites, machin, mais je ne savais pas que vous faisiez ça. L'innovation est un facteur important, mais je ne savais pas. Combien de fois on nous a dit, dans les TP, je ne savais pas que vous innoviez autant. Mais tout ça, ce sont des éléments qui donnent une image différente et qui probablement donnent envie à des gens de venir voir ce que nous faisons. Pour reprendre sur les réglementations, Philippe Coé, on voit bien que concernant le secteur, il y a quand même encore des zones blanches. Hein. On a commencé à en parler sur les ZFE. Il y a aujourd'hui, finalement, des réglementations dont on sent qu'elles se dessinent, mais dans lesquelles votre secteur n'est quasiment pas calculé. Oui, tout à fait. Hein. Dans la valeur d'usage, comment dire, la gestion de ces contraintes environnementales va être complètement, je dirais, clé. Alors, je pense qu'il y a les réglementations qu'on voit dans certaines villes plus proactives qui veulent vraiment décarboner ou en tout cas sensiblement réduire les émissions. C'est vrai que c'est beaucoup sur les transports et on a le problème voilà, de toutes ces petites entreprises, de ces petits artisans qui viennent réparer une chaudière dans un immeuble et qui vont devoir inventer je dirais, des solutions différentes. Et puis, on a en effet les chantiers eux-mêmes qui, de toute façon, si ce n'est pas à travers la réglementation, c'est avec la pression des voisins. Vous parliez tout à l'heure du voisinage. Aujourd'hui, il y a une demande très forte là-dessus. Donc, c'est clair que le matériel, à la fois dans sa qualité, hein, c'est la grande philosophie des loueurs, c'est de donner du matériel de qualité, déjà qui soit plus... des panaches de fumée qui sortent des chantiers, etc. La performance aussi, hein, arriver à faire avoir le bon matériel pour le bon usage et donc globalement réduire la durée des chantiers. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, que les chantiers durent moins longtemps parce qu'ils sont beaucoup plus mécanisés. On va voir certainement d'autres modes constructifs arriver comme le préfabriqué, les constructions hors site, etc., qui vont permettre d'accélérer en fait la durée des chantiers, surtout les chantiers urbains. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles et qui ont un impact complètement majeur sur le matériel et encore une fois sur l'exploitation de ce matériel. Alors après, tous ces matériels à faible émission, il va falloir les alimenter, il va falloir apporter les énergies nécessaires pour qu'ils tournent et ça va être encore une fois un problème sur les zones à faible émission. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir du matériel électrique alimenté par un groupe électrogène diesel qui est dans la rue à côté pour masquer la misère derrière le rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ce que l'on peut voir parfois pour faire plaisir. Et derrière, il y a un groupe électrogène qui tourne. Ça, on voit bien, ça sera complètement ridicule. Mais il va falloir qu'on se mette au travail. Laurent Noël, on voit bien hein, le désir finalement de tous les acteurs de la filière d'évoluer vers un modèle on pourrait dire peut-être plus collaboratif, moins transactionnel. Comment, quand on organise des salons comme Intermat, on peut finalement accompagner cette évolution du fonctionnement du secteur? Alors, en fait, justement, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, en fait, il n'y a rien de mieux qu'un salon pour faire cela. Parce que le salon, c'est un lieu d'échange, de rencontre, où l'offre et la demande vont se rencontrer, les pouvoirs publics vont pouvoir écouter aussi tout ce qui se dit, le contenu, l'exposition. Et c'est vraiment le rôle qu'Intermat 2024 se propose de réaliser. Et pour la première fois, on n'a jamais eu autant de soutien de la filière dans son ensemble que cette année prochaine. Et ça, c'est un point extrêmement fort qui est nouveau, qui est très fort. On le voit autour de cette table ronde. On a les acteurs principaux de la filière hein, qui sont représentés. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est véritablement un point qui va aider à mettre en avant la filière qu'on va aborder avec Intermat.
Et ça, on va le retrouver sur le salon, donc à travers des nouvelles offres, comme a pu l'expliquer Isabelle juste avant, mais également un espace filière qui va être représenté sur le salon. Donc là, l'idée, c'est véritablement d'avoir un lieu d'échange sur le salon où chaque membre de la filière peut effectivement, et les visiteurs peuvent, visiteurs et d'ailleurs exposants aussi, s'enrichir et comprendre mieux les enjeux et comment les aborder dans leur développement futur. Et puis, il y a également aussi des thématiques qui vont être abordées. Donc, chaque jour du salon, donc sur les 4 jours du salon, vous aurez une thématique particulière, ce qui permettra à l'ensemble des visiteurs de venir plusieurs fois d'ailleurs, parce que les thématiques seront vraiment ciblées par rapport à nos enjeux et donc d'aller pour un jour spécifique. On ne s'arrête pas au niveau français également. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'avoir des organes européens qui soient présents sur le salon pour accompagner cette révolution, évolution, mutation. Je pense qu'on peut, en fonction des problématiques, on est plus ou moins avancé sur le sujet. Et puis enfin, on a un élément qui est important, qui est celui des Intermat Innovation Awards. Donc ça, c'est toujours un côté intéressant, parce que l'idée, c'est de pouvoir récompenser toutes les innovations qui sont faites au niveau des matériels, des équipements, des solutions innovantes, de l'offre qui est présente sur le salon, qui va permettre justement d'avancer dans comment prendre en compte cette décarbonation, comment prendre en compte l'évolution du marché et comment s'adapter par rapport à la demande. Je peux rajouter un mot. Bien sûr, parce que vous avez ouvert un peu cette discussion, ce débat en parlant de 2018. La grande différence, je crois, entre en tout cas Intermat 2024 et Intermat 2018, c'est que, à mon sens, et grâce à la participation de l'ensemble des formations qui sont ici, syndicales, c'est un salon qui se situe dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en 2018 et les éditions précédentes, on était plus en train de montrer ce qui existait pour essayer de vendre. Et là, ce que l'on fait, c'est on montre évidemment ce qui existe, mais aussi on apporte des solutions et des réflexions de solutions qui n'existent pas forcément encore. Notamment, on a parlé de amener l'énergie sur les chantiers. Bon, c'est aujourd'hui un gros problème quand même. Hein. Amener l'énergie électrique sur un chantier de TP, c'est pas facile. Amener des mètres cubes de bouteilles d'hydrogène en pleine ville, c'est pas facile non plus, etc., etc. Et donc, oui, on parle de la décarbonation, mais la décarbonation, c'est pas demain quand même, c'est après-demain, on va dire. Les objectifs de décarbonation de la France, c'est 2050. Bon. Et il va se passer une énorme transition entre maintenant et les différentes étapes qui vont nous amener à 2050. D'où l'importance d'ailleurs, comme on l'a dit, d'avoir un impact politique et de voir nos gouvernements, ceux qui sont là, ceux qui ne seront plus, ceux qui seront voilà, prendre en considération notre filière dans cette trajectoire de décarbonation qui est celle de la France. Parce que, effectivement, mais ça, on peut je ne sais pas, peut-être un petit mot chacun sur cette idée qu'effectivement, il y a quand même. C'est très bien d'avoir un objectif final, 2050, zéro carbone, mais effectivement, la transition, elle ne se fait pas uniquement en décidant d'acheter du nouveau matériel, etc. C'est-à-dire qu'il y a une inertie, finalement. Comment vous allez tous gérer ça, les uns et les autres ? Alors, je vais parler de ce que je connais, le bâtiment. Rappelez que la mutation de nos parcs, il est entre 10 et 12 ans dans nos métiers. Ça veut dire que c'est des investissements lourds pour nos entreprises du bâtiment, mais on les utilise pas beaucoup d'heures par an, contrairement au métier de travaux publics d'ailleurs, hein, on est sur des cycles différents. Et de ce fait, le choix d'investissement, il est sur la durée. On ne peut pas, nous, en 3 ans ou 4 ans, dans des PME, je rappelle juste que le tissu des entreprises de bâtiment, c'est beaucoup d'artisans.
La taille moyenne des entreprises dans le bâtiment, c'est 7 salariés. Ce n'est pas les majors. Donc, la capacité d'investissement reste faible. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une visibilité sur la typologie de matériel qui va sortir, qui va exister et qui sera à disposition et en phase avec la typologie des chantiers que nous réalisons. Il est complètement différent entre faire un chantier en milieu de la Pampa dans le Cantal ou de faire un chantier dans un cœur de ville. L'accès à l'énergie sera différent. Une entreprise de bâtiment ne peut pas avoir une multitude d'énergie sur son parc, mettre une cuve pour de l'hydrogène, une cuve pour du gasoil, une cuve, enfin pas une cuve, mais en tout cas des batteries pour l'électricité. Il y a un moment, la capacité d'investissement, elle n'est pas compatible avec la taille de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y aura différents sujets suivant la taille d'entreprise, la typologie de chantier que nous réalisons. Et c'est là le champ d'ouverture aussi des constructeurs qui doivent aussi inventer le matériel de demain par rapport à la typologie de nos chantiers. Donc moi, je crois beaucoup à la capacité en recherche et développement des constructeurs pour nous écouter, et je crois beaucoup à la co-construction aujourd'hui. Pendant des années, les constructeurs ont travaillé de leur côté en écoutant très peu le monde de l'entreprise. Je vais vous prendre un exemple. On parle de mini-pelles électriques. Dans les années 90, ma société, nous cherchions une mini-pelle électrique pour travailler dans des caves. Parce que je suis champenois, donc on travaille beaucoup dans les caves, et le thermique est interdit. Heureux homme. Exactement. Très beau produit. Les années 90, nous avons développé nous-mêmes une mini-pelle électrique dans ma société. Nous-mêmes. Moi, je suis maçon, je ne suis pas mécanicien. Parce que personne ne voulait nous écouter. Dans les années 2000, à Intermat, j'en vois une, mais on ne pouvait pas l'avoir parce qu'elle coûtait tellement cher que c'était inamortissable, et en plus, elle n'était pas à batterie, elle était encore à câble. Et il a fallu attendre fin des années 2000 pour commencer à avoir du matériel, et surtout les années 2010 pour réellement avoir du matériel électrique. Donc ça montre qu'à un moment, il faut aussi écouter nos entreprises par rapport aux besoins que nous avons, par rapport à la typologie des chantiers que nous ferons de demain. Donc j'invite les constructeurs aussi à venir voir les entreprises et à écouter nos salariés sur les chantiers. Ça, Laurent Noël, on l'a senti, hein, c'est vraiment le nouvel état d'esprit, justement. Alors, Pascal Guillemin, j'allais vous passer la parole. Alors, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Non, parce que c'était effectivement parce qu'on y arrive à l'équation, il y a quand même un maillon de la chaîne qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant, et dont on ne pourra pas se passer si on veut résoudre cette équation dans laquelle manifestement il va falloir décarboner, où on a compris, d'après ce que nous disait Bruno Cavagné, qu'il allait falloir quand même répondre au défi de l'augmentation des coûts, c'est le maillon du numérique. Hein, comment il s'insère finalement dans tous ces processus de production. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui, alors, avant de répondre à votre question, je reviens un petit peu sur ce débat et de participation à la décarbonation des uns et des autres acteurs de la filière. Il est évident que, pour moi en tout cas, il est évident qu'on ne va pas atteindre les objectifs de décarbonation uniquement par le matériel, ou bien uniquement par l'innovation, ou par le numérique, ou par je ne sais pas quoi. Ce qui est intéressant dans la démarche que l'on finalement on a initié avec Intermat, c'est que l'on aura l'ensemble des acteurs qui peuvent participer à cette décarbonation, et à cette trajectoire, à l'atteinte des objectifs de cette trajectoire, en mettant bout à bout et en présentant les solutions à l'ensemble de nos adhérents, de tous, hein, mais surtout les adhérents, nos clients, la FFB, le DLR et le TP. C'est par la compréhension, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, que 100% des matériels ne seront pas électrifiés en 2030. La réponse est c'est sûr. Donc il va manquer des petits morceaux de gaz à effet de serre quelque part, mais pas beaucoup. C'est pas uniquement par l'innovation technologique qu'on va régler ce problème non plus, mais c'est par l'ensemble de l'amélioration
de ces différents paramètres, les machines, l'innovation, l'éco-conduite, la formation des conducteurs, etc., etc. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire et c'est ce que l'on souhaite montrer comme solution pendant les 5 jours d'Intermat. C'est là que le numérique Alors, a un rôle. Oui, le numérique a un rôle, évidemment. La donnée, tout ça. Oui, tout à fait. L'autre solution pour... je ne vais pas parler à la place de... Vous inquiétez de pas, mes- ils, de auront mes leur- collègues. Bon. ils vont parler. Parce que ce n'est pas moi qui vais dire, je ne suis pas un spécialiste du chantier de TP ni de la construction d'un immeuble, vous le comprendrez bien. Mais ce que je crois, c'est que l'innovation technologique, aujourd'hui, le digital, ce qu'on appelle le digital, c'est-à-dire en réalité des logiciels qui permettent de travailler mieux, parce que travailler différemment. Et donc, d'économiser des heures machines et d'économiser un certain nombre de coûts supplémentaires qui répondront, je le pense aussi en partie, à cette problématique d'inflation des matériels. Je disais tout à l'heure, au début de cet entretien, la télématique embarquée aujourd'hui sur les matériels a tendance quand même à atteindre un taux d'adoption relativement élevé, en tout cas sur les machines neuves, mais pas sur le parc total. Bon. Lorsque ces machines seront équipées de guidage automatique relié par l'intermédiaire d'un logiciel au bureau de chantier, mais au bureau d'études aussi, pour permettre un meilleur suivi. Ça existe, hein. Bon. Il y a des pays qui sont très avancés là-dessus, ou des grosses entreprises, et les nôtres aussi, bien sûr. Je parle des entreprises françaises, mais aussi à l'étranger, en Scandinavie, il y a un taux d'adoption qui est très, très élevé, bien supérieur au nôtre, et depuis bien longtemps. Combien ça permet de gagner d'heures machines? Je n'en sais rien, personne n'a fait les calculs, mais on peut penser que c'est entre 15 et 25% d'heures machines. Donc, pour la décarbonation, c'est énorme. Donc voilà, ces innovations, il faudra qu'on les présente à Intermat pour, encore une fois, former la chaîne qui permet d'aller vers la décarbonation en essayant aussi de comprimer les coûts inflationnistes liés évidemment aux nouvelles énergies principalement. Alors, Bruno Cavagné, il y a un autre point, et alors là c'est peut-être un peu moins visible, quoique on verra, Isabelle, vous nous le direz peut-être, mais qui est quand même, au-delà des matériels, logiciels, etc., qui est tous les aspects logistiques finalement sur l'organisation des chantiers, parce que si on veut répondre à ce défi de la maîtrise des coûts, alors que de plus en plus, a priori, de ces coûts sont inflationnistes, il y a quand même un aspect optimisation du parc, organisation. Alors, et ça, c'est peut-être moins visible que les machines en elles-mêmes, mais ça devient aussi un enjeu peut-être encore plus crucial qu'avant. Oui, et en même temps, j'étais en train d'y réfléchir, ce qui est frappant, quand je parlais tout à l'heure des 3,5% de l'empreinte carbone, on réfléchit tous ensemble et on avance sur réduire notre empreinte carbone. Et finalement, on n'a besoin de personne. Les professionnels, entre eux, avancent là-dessus. Et la logistique fait partie de tout ça. Mais moi, ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est les 50% dont je parlais tout à l'heure. Et quand on voit les investissements qu'il faut mettre en place pour ce qui nous concerne, sur les infras, sur l'entretien des infrastructures, quand vous faites la somme, on en parlait tous les deux tout à l'heure, la somme des investissements qu'il va falloir mettre en place pour la transition écologique dans son ensemble. Jean-Claude Fayat tout à l'heure disait il n'y a pas que les moteurs. Bien sûr que non, il n'y a pas que les moteurs, sinon ça serait très réducteur. C'est astronomique. Et pour le coup, je prône, je suis un peu seul pour l'instant, mais on est quelques-uns, de sortir du pacte de stabilité européen. Si on est toujours dans ces critères de 3%, prenez le bâtiment, les TP, l'industrie, regardez tout ce qu'il faut mettre, tout ce qu'il va falloir investir, on n'y arrivera jamais. Et on aura beau faire tous les efforts que l'on veut
pour décarboner, nous, l'acte de construire, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics, on n'y arrivera pas. Donc, organisons-nous, travaillons sur la logistique, travaillons sur les motorisations, travaillons sur la façon de travailler, le bon sens, parce que on a tous mis ensemble, quand on fait nos bilans carbone, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qui est logique ou pas logique dans nos entreprises. On peut parler de l'eau, d'énergie. Enfin, je pense que collectivement, on a tous pris conscience, et je disais tout à l'heure presque de façon exponentielle, qu'il faut qu'on fasse des efforts. Regardez quand même, quand encore une fois, on nous a un peu menacés parce qu'on pensait qu'on allait avoir un hiver très rude, la sobriété. Toutes les entreprises ont fait naturellement beaucoup plus qu'on leur demandait, sans aucune contrainte. Donc, je trouve que nous, on fait le boulot, on va continuer à le faire, mais n'oublions pas quand même, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt et qu'on nous dise, par exemple, l'année prochaine au salon d'Intermat, un ministre qui vient, il nous dit, mais c'est formidable ce que vous faites là, avec ça, on va y arriver. Non, on n'y arrivera pas, on aura fait une petite partie du chemin, mais il faut faire tout le reste. Justement, ça vaut le coup qu'on s'attarde sur cette question, Laurent Noël, Isabelle Alfano, je ne sais pas, sur cette idée quand même, parce que finalement, dans tous les sujets qu'on va balayer aujourd'hui, je me rends compte qu'on parle de décarbonation, de nouvelles technologies, nouveaux carburants, nouvelles façons de travailler, on va parler des ressources humaines, on parle du numérique, et on ne parle pas de ce qui est finalement peut-être la plus grande constante de tous vos univers, c'est aussi tout ce qui va émaner en matière de financement, en matière de commande publique. On parle des travaux publics notamment. Donc, est-ce que, puisque Bruno évoquait la visite d'officiels sur Intermat, est-ce que Intermat a vocation aussi finalement à faire prendre conscience de cet aspect, financement des projets, financement de cette transition? On a vu que c'était risqué. Est-ce qu'il y a un côté comme ça proactif sur les grands enjeux et la question du financement qui est quand même cruciale derrière tout ça? Oui, enfin, ce qu'on voit à travers les échanges, c'est que les solutions, on ne les a pas forcément d'ailleurs, qu'elles seront multiples et qu'elles seront sans doute combinatoires. Oui, mais vous n'avez pas besoin de grand monde pour les Oui, trouver, en fait. mais donc cette filière va se réunir et à travers ces quatre grandes thématiques, on abordera toutes ces solutions qui ont été évoquées. Et dans la rubrique qu'on a appelée Nouvelles équations, justement, on parlera de ces nouveaux business models, de ces nouveaux modes de financement. Donc ça fait partie du contenu nouveau du salon, qui n'est pas quelque chose qu'on abordait forcément jusqu'à présent sur Intermat, où on était un salon où on présentait, comme le disait Pascal, du matériel existant, innovant, mais où on ne se projetait pas forcément sur des choses qui n'existaient pas en termes de matériel, mais aussi en termes de business model. Ça, c'est aussi important, et la façon dont tout ça va opérer ensemble, sachant que les solutions qui émergeront, qui sont en train d'émerger et qui émergeront en 2024, mais bien sûr bien au-delà, elles sont sans doute multiples. Si je peux ajouter oui, Laurent Noël, bien sûr. Oui, non, allez-y. En fait, Intermat a un rôle c'est un vecteur de communication, c'est le média qui représente la filière. Et c'est ça qu'on veut véritablement arriver à atteindre en avril prochain, c'est qu'on puisse être le porte-parole de la filière pour l'ensemble de la filière. Et donc, l'intérêt aussi des pouvoirs publics est important. Donc, on va aborder toutes ces questions, matériel et autres, financement, voilà, et avoir effectivement une présence politique forte, et c'est ce à quoi on veut arriver, pour justement utiliser ce média comme un point fort pour parler avec les pouvoirs politiques et faire évoluer les choses. Alors, peut-être un des plus grands défis qui est devant votre secteur, qui est devant vous et qu'on a déjà commencé à évoquer, c'est pour voir à quel point manifestement ça vous préoccupe, c'est le défi de la ressource humaine, puisque vous êtes un des secteurs qui est le plus touché par ce qu'on appelle les pénuries de main-d'œuvre. Quand on regarde les chiffres dans le secteur de la construction, c'est là où les entreprises disent avoir finalement beaucoup de freinage de leur activité provoquée par ces difficultés de main-d'œuvre, difficultés de recruter. Et alors, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui est prévisible, c'est la démographie, c'est l'avantage. Et on voit bien que c'est une question qui va se poser
pendant sans doute de nombreuses années. Jean-Claude Fayat, il y a plusieurs enjeux autour de cette question des ressources humaines. Il y a l'enjeu des jeunes, de la nouvelle vision du secteur par les jeunes. Il y a l'enjeu aussi notamment de recruter des femmes, parce que c'est un secteur qui reste encore masculin largement. Et finalement, on se dit, OK, c'est un des secteurs qui part peut-être de très loin, qui a plus de difficultés aujourd'hui que les autres en matière de recrutement, mais qui peut-être finalement offre le plus d'arguments pour séduire potentiellement tout un tas de jeunes recrues. Oui, je le crois, enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais un peu m'exprimer en tant que fabricant d'équipements, mais aussi, comme je connais un petit peu l'autre côté du secteur, je vais en dire 3 mots. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on fait globalement un métier formidable, et quand je regarde déjà les équipements et leur évolution sur les dernières années, on a effectivement, d'abord, on a ce sujet de la décarbonation, qui est un sujet sociétal et qui est là aussi attire les jeunes. Ensuite, on a mis de plus en plus de digitalisation dans nos équipements, qui attire aussi les jeunes. Et quand je regarde l'aspect plus chantier ou entretien des équipements, aujourd'hui, sur un chantier, c'était déjà vrai il y a quelques années, mais c'est encore plus, les gens, on leur confie de plus en plus de responsabilités. C'est une vraie école de la vie où ils ont un projet. Et aujourd'hui, c'est ce que demandent les jeunes, avoir un projet, à comprendre ce qu'ils font. Et ça, c'est ce qu'on sait leur expliquer sur un chantier. En plus, avec des équipements modernes. Et donc, je crois qu'on a vraiment, au niveau de la filière, quelque chose à montrer, à développer pour faire venir des jeunes chez nous. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on fait un métier extraordinaire que n'offrent pas forcément d'autres secteurs d'activité. Et c'est vrai que globalement, aujourd'hui, tous les secteurs ont de la difficulté à trouver des ressources humaines. Et donc, nous sommes en compétition, les uns avec les autres. Mais je pense que notre filière a peut-être des choses en plus à offrir que d'autres. Et c'est ça qu'il faut aussi démontrer au niveau d'Intermat. Je pense que c'est là l'enjeu. Vous avez une histoire à raconter et du sens à revendre à effectivement, aux jeunes. On a une histoire à raconter et du sens à leur donner. Et c'est ça qu'ils demandent. Christophe Possémé, c'est pareil, vous avez commencé à évoquer le sujet tout à l'heure. Il y a aussi, alors il y a le sujet du sens, qui est un sujet majeur, évidemment, aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, mais il y a aussi le sujet de la pénibilité, le sujet, finalement, de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, et effectivement, le fait qu'on est sur des métiers qui le sont peut-être moins aujourd'hui, mais qui sont quand même physiquement difficiles. Alors sur la pénibilité, je ne vais pas revenir sur la réforme des retraites. Je pense que vous l'avez tous suivi depuis plusieurs semaines. Je crois qu'il y a une journée de grève d'ailleurs aujourd'hui, mais on a réussi. Maçon, c'était un des principaux on a réussi à avoir des trains. On ne se voyait pas faire jusqu'à 64 ans. Bon, ça va. On va réussir à partir jeune. Pour ma part, je pourrais partir à 60 ans, donc je suis très content de cette réforme. Non. Juste, je vais changer de casquette pour ceux qui ne sont pas au courant. Je suis président du 3CA BTP, qui est le comité de coordination et de concertation de l'apprentissage pour le bâtiment et travaux publics. Et on a vraiment donc la vision du champ global dans la formation. Et l'un de nos principaux axes de travail, c'est justement de réfléchir aux formations de demain pour nos centres de formation d'apprentis et pour nos entreprises. Donc on est vraiment au service de nos entreprises et de la profession. Et donc, on a des plateformes d'innovation pédagogique et technologique à Paris et dans les centres de formation que nous accompagnons pour réfléchir justement à la formation pratique de demain. Et la formation pratique passe aussi par le matériel. Et donc, on se doit, avec les constructeurs, de réfléchir à avoir dans les centres de formation le matériel de demain pour que nos salariés puissent apprendre avec pas le matériel d'hier, mais bien celui de demain. Et donc là, on a un gros intérêt à la fois en partenariat avec les constructeurs et nous, au niveau du 3CA BTP, qui accompagnons les centres de formation d'apprentis en termes de financement, d'avoir des plateformes technologiques dans les centres de formation sur les territoires avec du matériel innovant.
Deuxième point, par rapport à l'apprentissage, il est vrai qu'aujourd'hui, on est en concurrence entre filières, très clairement, parce que c'est le plein emploi en France. Et donc, on se chipote pour avoir les rentrées d'apprentis. Juste rappeler que la rentrée en apprentissage en France en 2022 pour le bâtiment et les travaux publics, on est revenu sur les chiffres de 2007, puisque nous avons 104 000 apprentis dans notre métier, contre 54 000 en 2013. Donc on voit bien qu'on a eu une forte progression dans nos métiers. Et des apprentis, aujourd'hui, le challenge, c'est de les conserver dans nos entreprises, ce qu'on appelle le taux de rupture. Et c'est là-dessus qu'on doit réussir en RSE à les former, mais surtout bien les former qualitativement pour qu'ils aient envie de rester dans nos métiers. Et là, l'intérêt du matériel, il est grandissant, puisqu'on parle de vibration, c'est-à-dire le travail sur les vibrations. On parle d'aide à la conduite. Je trouve ça fantastique dans les TP, dans ces dernières années, les évolutions qu'il y a eu. On parle de BIM, c'est-à-dire tout ce qui est maquette numérique, pour favoriser, donner envie aussi à une nouvelle population de venir dans nos métiers du bâtiment. Et puis, derrière, il y a aussi tout ce qui est, on n'en a pas parlé, mais pour moi, les exosquelettes, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, moi je reste persuadé que dans les années à venir, les aides, justement, au niveau du corps, permettront au niveau des troubles musculo-squelettiques d'améliorer grandement la qualité tout au long de la carrière de nos salariés. Et puis la robotique, parce qu'on ne parle pas assez encore aujourd'hui, je reste persuadé que pour certaines tâches, on pourra avoir des robots à côté de nos salariés pour réaliser les tâches à leur place. Ça se fait dans le matériel de TP, aujourd'hui beaucoup, mais ça ne se fait pas du tout dans le bâtiment. Dernier sujet grandissant. Bruno Cavagné tout à l'heure a parlé de marché. Il est clair que si nous n'avons pas de marché, on n'achètera pas de matériel. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier au niveau des pouvoirs publics. Donc il faut que ce soit amortissable, le matériel. C'est-à-dire qu'à un moment, le coût du matériel est très très important pour qu'on puisse investir dans nos entreprises quand on a les marchés. Et aujourd'hui, on a un marché qui est la réhabilitation énergétique. Sur la construction neuve, beaucoup de matériel a été développé pour la construction neuve. Je trouve que sur le marché aujourd'hui, peu d'idées en recherche et développement sont sur la rénovation énergétique. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous regardez un salarié en carrière, au bout de 15-20 ans, c'est souvent les salariés qui ont travaillé sur des petits chantiers en rénovation énergétique qui ont des troubles musculo-squelettiques le plus important. Parce que c'est des tâches où vous ne pouvez pas mettre de grue, vous ne pouvez pas mettre de télescopique parce que souvent vous êtes en intérieur. Et donc là, il y a tout un matériel à inventer pour améliorer et accompagner nos salariés pour qu'ils aient le moins de port de charge possible dans les années à venir. Donc là, j'appelle vraiment les constructeurs. On a un sujet avec la rénovation énergétique. 800 000 logements demandés par le président Macron par an en rénovation énergétique. Certainement le marché dans les 5 ans à venir qui sera prédominant avec la chute, je ne le souhaite pas Bruno, mais la chute annoncée et réelle de la construction neuve et surtout en logement et en construction de maisons individuelles, puisque le gouvernement ne nous écoute pas depuis 3-4 ans sur ce sujet. Donc, allez en avant, on achètera du matériel pour la rénovation. Sur ce côté rapport homme-machine, Philippe Coué, parce qu'on voit bien que ce que vous dites, c'est un peu tout ce qu'on dit sur la révolution, l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le nombre de postes pour lesquels la machine va complètement remplacer l'homme, mais c'est plutôt finalement la collaboration entre les nouvelles technologies et l'humain. Oui, tout à fait. On a un vrai défi humain par rapport à cette notion de décarbonisation et sur la valeur d'usage, encore une fois. Moi, je pense qu'il y a... Alors, on va avoir le problème de toutes les technologies de maintenance, parce que, évidemment, on a entretenir le matériel. Donc, si on a une multiplicité de technologies, il va falloir qu'on ait les techniciens, les pièces de rechange, les savoir-faire, les ateliers pour entretenir les matériels. Parce que rappelons-nous que le matériel, dans ce métier de la construction, elles ont des vies longues, ces matériels, et ont aussi des vies un peu rock'n'roll. Il suffit de voir les chantiers, les gars demandent beaucoup à ces matériels. Donc on a un premier sujet qui est la maintenance et toutes les compétences associées à cela, qui est un sujet qui nous traverse. D'abord au niveau des constructeurs et ensuite au niveau des utilisateurs. Et évidemment, les loueurs et les distributeurs qui sont autour de ces métiers sont importants. L'autre sujet qui est la valeur d'usage, c'est en effet toute l'interface entre l'opérateur et la machine. Nous, dans notre fédération, on a beaucoup de loueurs avec opérateurs. C'est-à-dire qu'on loue des matériels avec l'opérateur. Et c'est clair que là, le numérique va complètement changer le comportement de l'opérateur. Je crois qu'il y a une étude qui a montré que le conducteur de voiture électrique
aujourd'hui, il est beaucoup plus éco-responsable que s'il avait un diesel au moteur à essence, parce il est bardé de signaux, il peut suivre sur tout un tas d'écrans sa consommation, combien d'heures il lui reste, etc. Et donc, on va avoir toute cette interface homme-machine qui va demander la formation des opérateurs de matériel et qui va globalement résoudre le problème de l'usage, peut-être pas en décroissance, mais en tout cas en efficacité énergétique du chantier. Et ça, c'est un sujet. Bon, je ne reviendrai pas sur les notions de pénibilité, etc., qui évidemment, on doit intégrer de nos jours, parce que ça, c'est la grande transition sociétale à laquelle on doit faire face, nous aussi, dans nos métiers, même si, comme vous le disiez, on fait un métier formidable. Hein, la construction, c'est un métier plein de fierté, plein de passion. Et là-dessus, on doit pouvoir travailler là-dessus, à condition, évidemment, qu'on donne des matériels qui répondent aux attentes de nos futurs collaborateurs. Bruno Cavagnier. Oui, juste un mot pour revenir à l'attractivité au RH. Christophe parlait de formation. Quand on a les gens chez nous, les jeunes chez nous, on sait les former. On a des centres de formation à peu près partout. On sait la difficulté, c'est effectivement parfois de les garder. Et ne parlons pas des femmes, il y en a pas mal aujourd'hui dans la salle, où on a un vrai boulot qu'on a commencé à faire avec des choses très pratiques, y compris des crèches au niveau du BTP pour comprendre pourquoi des femmes rentraient dans nos métiers et partaient. Mais avant d'être dans nos métiers, il faut venir. Et nous, on a essayé de faire, mais la Fédération du bâtiment fait la même chose aussi, des campagnes d'attractivité depuis des années. Jean-Claude Fayet disait tout à l'heure, on a une filière extraordinaire. Notre dernière campagne, c'était de montrer le savoir-faire de nos entreprises à l'étranger. Tout le monde n'ira pas travailler à l'étranger, mais ça peut donner envie. On a un savoir-faire qui est extraordinaire, pas unique, mais parmi les quelques pays, il y a des Chinois uniques au monde, donc il faut évidemment valoriser. On avait fait une campagne d'attractivité qui m'avait fait bien marrer, c'est qu'on avait fait un clip de rap. Et quand j'avais présenté à mon conseil d'administration, je n'avais pas fait un gros tabac parce qu'ils n'avaient pas très bien compris. Mais le public, c'était les 12 ans, 13 ans, des jeunes qui se disent mais qu'est-ce que c'est cette profession qui fait un clip de rap pour leur donner envie. Et effectivement, il y a tellement de gens aujourd'hui, parce qu'on parle de métiers en tension, mais il y a plus tout, enfin, je crois que tous les métiers sont en tension. Nous, notre dernière enquête, 46% de nos adhérents nous disent on ne peut pas augmenter notre chiffre d'affaires par manque de salariés. Donc tout le monde cherche et tout ce qui va contribuer à changer notre image, que ce soit la sécurité, que ce soit la transition écologique, que ce soit l'innovation, ben ça sera bon pour l'ensemble de la filière. Parce que quand on discute entre nous, ouais, mais vous, c'est plus facile parce que le mécanicien chez les constructeurs, c'est plus sympa. Mais non, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et en fait, on a tous les mêmes problématiques. Et donc, tout ce qui va contribuer à faire en sorte que notre filière apparaisse aux yeux des gens qui ne nous connaissent pas encore ou de loin, ça va améliorer les choses. Et j'espère qu'on arrivera à attirer davantage de jeunes dans nos métiers. Alors, je voudrais terminer sur une question, parce qu'en fait, on dit souvent, ah, mais le secteur de la construction, c'est le dernier secteur en termes de productivité. C'est un secteur qui n'a pas beaucoup évolué finalement dans l'efficacité. Par exemple, il y a l'exemple qui est souvent cité dans certains bouquins sur finalement pour construire l'Empire State Building et pour construire la tour Burj Khalifa, finalement Burj Khalifa elle est deux fois plus haute et il a fallu 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'hommes pour la construire. Est-ce que vous n'êtes pas quand même, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec tout ce qu'on a dit, décarbonation, révolution digitale, bouleversement énergétique, on est quand même à l'aube de gains de productivité quand même, j'allais dire presque, d'un saut de productivité dans le secteur, Pascal Guillemin. C'est sur vous que ça tombe. Hein, est-ce qu'on va vers des grandes ruptures dans la façon de conduire les chantiers? Tranquille, mais je m'y attendais pas du tout. Voilà. Oui, encore. Non, mais vous allez tous y passer à cette question. J'ai un petit peu abordé ce sujet-là tout à l'heure. Ouais. Je disais que je voulais pas. Je suis pas un spécialiste de la gestion des chantiers. Hein. Je laisse ça à nos clients, entrepreneurs de travaux publics et bâtisseurs, constructeurs d'immeubles. C'est vrai que on échangeait ça d'ailleurs tous les deux au téléphone. La semaine dernière, je crois que c'était une vingtaine d'années. Il y a je sais pas c'était quoi. Le truc avec Attali. Et alors, il y avait. Ah non, vous parlez. Alors je sais pas qui sera là, mais il se trouve qu'effectivement,
il y a 10 ans de ça. C'était au moins 15, oui. Ouais, c'était au Enfin, Grand ouais. Carrousel du C'est Lot. au Carrousel du Lot. J'avais eu le bonheur d'animer une table ronde avec les 3 grands patrons Oui, du donc il y secteur, avait- Vinci, Eiffage. Il y avait et, Berger, Xavier Huillard et puis le patron de et Jacques de Attali, Bouygues. comme à son habitude, avait Et été Jacques extrêmement Attali- malotru d'ailleurs. Oui, il avait été Mais il extrêmement... avait dit quand même des trucs intelligents, c'est Jacques Attali. Oui, bon, faut voir. Et alors, il avait... faut voir, hein, parce que... Ouais. Bon, c'est juste une petite anecdote, mais... Ouais, qui est assez condescendant, etc. Ouais, tous les bouquins qu'il écrit, ce ne sont pas lui qui les écrit. Il faut le savoir quand même. Bon. Et donc, il avait dit, il s'était retourné vers Xavier Huillard, le patron de Bouygues, et Pierre Berger, à l'époque, patron d'Eiffage. Il avait dit, vous, ça fait 2000 ans que vous n'avez fait aucune innovation et aucun gain de productivité. Et il dit donc, il serait peut-être temps de vous remuer un peu. Et alors, bon, enfin, je termine le truc, mais ils se sont regardés. Et à la fin, Xavier Huillard, dans sa allocution finale, il l'a cloué au mur et du coup, il est parti. Bon, enfin, il est parti à la fin du truc, mais bon. Bon, tout ça pour dire que, oui, tout le monde connaît les courbes de comparaison de productivité entre les travaux publics notamment et l'industrie. Le travaux public, c'est pas comme un immeuble. Chaque chantier est fait dans un terrain différent, dans des conditions différentes, etc., etc. Bon, les immeubles peuvent être, vous parlez des tours, etc. Bon, et puis une usine, on construit une usine, on fait des voitures, et l'usine, elle reste là pendant 60 ans, 70 ans, et au fur et à mesure, mais l'innovation technologique, c'est juste pas possible avec un chantier de TP. Donc, l'innovation technologique, bien sûr, les logiciels de tracés de route, pour remuer la terre, etc., pour faire les immeubles, c'est pareil. Christophe parlait tout à l'heure du BIM. Évidemment, toutes ces techniques vont être utilisées dans les années qui viennent par à la fois le TP et le BTP, si ça n'est pas fait encore, en tout cas en pourcentage suffisant, et ça va profondément changer et améliorer la productivité de ces entreprises. Sur cet aspect saut de productivité, messieurs. Bruno. Non, je souris parce que c'est presque une question philosophique finalement. Est-ce qu'on veut que la machine remplace l'homme? C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait des hommes? Enfin, c'est un grand âge et des femmes. Ou est-ce que finalement on essaie de faire des gains de productivité en modernisant notre outil de travail? On parlait de sécurité, d'exosquelette tout à l'heure, c'est un bon exemple, pour donner aussi du sens à la vie de chacun, d'amener des gens en bonne santé à la retraite, et non pas quand on est à la retraite, on répare parce qu'on est fatigué. C'est un sujet, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire quand on dit vous n'avez pas fait de gain de productivité. D'abord, je pense qu'on en a fait, parce que quand vous regardez en 1940, par exemple, 45, comment on faisait les chantiers et comment on les fait aujourd'hui, en termes de matériel, en termes d'hommes, en termes de coffrage, on est passé des choristes au XXIe siècle, donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas. Mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas juste dire c'est la productivité. Est-ce que demain, on changerait complètement? Si on disait finalement, on n'a plus besoin de personnes pour construire un immeuble, ce sont que des robots, on n'a plus besoin de personnes. Est-ce que c'est ça le sens qu'on veut donner à la société ou à la vie? Donc, il faut aller un peu plus loin que de dire les gars, il faudrait vous bouger pour faire un peu plus de productivité. Oui, je crois qu'il ne faut pas rêver. On n'est pas dans un monde de standardisation. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous n'a pas envie d'acheter un appartement, une maison qui est exactement la même de nos 2000 voisins autour. Donc, il faut qu'on garde. Et c'est le côté intéressant du marché. Par contre, le matériel, clairement, doit s'adapter. Hein. Il y a beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du matériel pour la rénovation. Alors, c'est quand même frappant. Hein, et les salons sont quand même une bonne vitrine pour montrer. Aujourd'hui, il existe énormément de matériel. Hein. Moi, je suis frappé de voir aussi des petites entreprises qui créent des matériels spécialisés pour telle et telle fonction, pour monter des lampadaires dans les rues, pour aller visiter des systèmes d'épuration, etc. Le matériel a une solution. Alors, ce chantier-là de la décarbonation, ce défi, ça va sans doute être l'occasion de progresser. Hein. J'aime bien votre exemple pour aller travailler dans les caves, parce qu'on voit bien que voilà, on a des opportunités pour progresser et pour apporter des matériels plus adaptés. Bon, il va falloir qu'on réussisse à le faire. Après, il y a la traduction économique de tout ça.
à la fois en termes de coût de ces matériels et en termes de vitesse de renouvellement des parcs. Parce qu'on a aussi quand même, on a un métier dans lequel l'âge moyen des matériels, dans les entreprises en particulier de taille moyenne à petite, est très élevé. Et que les gens aiment bien travailler sur la pelle qu'a acheté le grand-père. Donc, si vous voulez, c'est un défi supplémentaire pour nos entreprises. Christophe Possémé. Oui, moi je pense que réellement, le gain de productivité, on l'a eu dans le bâtiment ces dernières décennies. Je vais vous prendre un chantier que tout le monde connaît, puisqu'il malheureusement il a brûlé il y a quelques années et il est en reconstruction aujourd'hui, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, en 4 ans, ils vont faire l'équivalent de 40 ans de chantier à l'époque. En 4 ans. Il y aura 800 salariés en pointe sur ce chantier, mais on va faire l'équivalent de 8000 salariés à l'époque. Donc on voit bien que la technologie, grâce à certains outils préfabrication, outils numériques au préalable, relevés au début, puisqu'on avait la cartographie de l'ensemble des plans de ce qu'il y avait à faire, montre bien qu'on a réellement des gains de productivité. Deuxième point, je crois qu'en France, on travaille en moyenne 35 heures dans nos entreprises. On est d'accord? Je parle pour ceux qui sont sur les chantiers. On travaillait combien d'heures dans les années 60? Sur les chantiers, on travaillait le samedi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui bossaient dans les années 60 dans la salle, mais on travaillait le samedi. Ça veut dire qu'on faisait entre 55 et 60 heures sur les chantiers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on met à peu près le même temps, il est vrai, pour faire les chantiers qu'il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'en construction, on met pas moins de temps, sauf pour les chantiers qui sont hors site, où là on a une capacité de préfabrication en atelier qui fait qu'on peut aller beaucoup plus vite en chantier, mais on ne va pas plus vite parce qu'il y a tout le temps masqué qui est au niveau de nos ateliers de préfabrication. Donc moi je crois réellement que l'homme a une capacité d'avancer, on va encore avancer, accélérer les choses sur les chantiers, mais j'aime bien la phrase de Bruno Cavagné, il est clair que si on automatise tout, on fera quoi de nos enfants demain dans le monde du travail? Donc il faut, je suis d'accord, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, parce qu'à un moment, même s'il y a des nouveaux métiers qui se font, il y a toutes ces petites personnes, ce que j'appelle moi, qui aujourd'hui, si on est des gros utilisateurs de main-d'œuvre qui sort, malheureusement, qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, et c'est pas, je ne les dénigre pas du tout, mais qui sont des hommes et des femmes merveilleux, passionnés, mais ils ont besoin qu'on ait des métiers pour eux. C'est les paysagistes, c'est les maçons, les charpentiers, c'est dans la restauration. Dans la restauration aussi, on pourrait aujourd'hui en cuisine dire on peut mettre des robots en place. Il y a des études qui ont été faites en Chine, au Japon, ça existe déjà. Mais que fait-on de la main-d'œuvre et des hommes et des femmes en France dans les métiers? Ajoutons main-d'œuvre non délocalisable et répartie sur tout le territoire, en plus. Tout à fait. Alors, on va terminer avec vous, Laurent Noël, et puis Isabelle aussi, si elle le souhaite. Finalement, est-ce que vous sentez qu'on est quand même à l'aube vraiment d'une époque nouvelle, d'une ère nouvelle? Et puis, question qui me vient en vous écoutant tous, c'est que, Intermat, c'est un salon où on a l'impression que c'est quand même plutôt destiné aux professionnels, si je le dis comme ça, etc. Est-ce que là, l'enjeu, c'est pas aussi, finalement, de faire venir... j'allais dire la société civile, finalement, les jeunes, de faire venir même finalement tous ceux qui sont sensibles aux causes écologiques, à tous ceux qui vont devoir être confrontés à la rénovation par un biais ou par un autre de leur logement. Je pense aux propriétaires finalement bailleurs, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu quand même d'ouvrir considérablement le salon, alors qu'il était déjà en partie, mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'ouvrir davantage le salon sur la société civile? Alors, tout à fait. Et ça fait partie des objectifs du salon, avec un petit modus qui est que ça reste un salon professionnel. Oui. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas ouvert au grand public. Donc, il faut qu'on reste dans un mode professionnel pour le salon. Mais on est exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Intermat a enclenché un virage qui, c'est véritablement un nouvel Intermat qu'on peut retrouver même dans... Enfin, vous voyez ici
la manière dont on présente le nouveau logo, les couleurs. Donc on est sur un nouvel Intermat qui prend en compte toutes ces nouvelles équations, ces questions de décarbonation, ces énergies, les questions de ressources humaines qui sont réelles et comme vous le disiez tous, qui sont sur toutes les industries. Et donc on se doit de l'aborder également sur Intermat et ça commence très tôt parce qu'effectivement, il y a un moment, ça commence dès le collège. Hein, l'attractivité d'un métier, c'est qu'au moment où on commence à faire des choix dans sa carrière. Donc ça, aujourd'hui, effectivement, la société civile a toute sa place sur le nouvel Intermat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a appliqué également sur Intermat toute cette question de RSE. Alors, on s'applique à nous-mêmes pour l'organisation et on va promouvoir ça auprès de nos exposants, de mettre en place une manière d'exécuter leur stand et nous, le salon, de manière plus sobre. C'est-à-dire que chacun doit apporter un effort. Ce qu'on demande, ce que la société nous demande en termes de décarbonation, on doit l'appliquer également sur la réalisation du salon. À partir de là, nous, on récompensera, et c'est un des éléments aussi qu'on a créé, qui est donc effectivement un trophée de participation éco-responsable qui sera remis aux entreprises qui joueront le jeu et qui seront effectivement choisies pour ça. Enfin, on a aujourd'hui une mobilisation forte, on l'a vu, hein, de la filière, et qui commence à se voir de manière importante sur la présence des leaders de cette filière sur le salon. Et notamment, je voulais quand même profiter qui ont compris effectivement le chemin que l'on veut atteindre avec Intermat. Et ça me paraissait intéressant de vous citer quelques noms, je dis bien quelques, c'est pas exhaustif, d'entreprises qui sont déjà participantes, qui ont choisi d'être présentes sur Intermat. Donc vous avez des gens comme Alfie, Bobcat, Cummins, Imer, Komatsu, Liebherr, le groupe Monwire, Putzmeister, Sany, Sateco, Schwingsteder, Sunward, Takeshi, Topcon et Wacker Neuson. Donc on a quand même, on voit un peu sur l'ensemble des secteurs, des grands leaders du marché qui sont présents et qui répondent, qui ont compris nos attentes et qui vont nous aider tous effectivement à faire de ce salon Intermat 2024 une grande réussite pour tout le monde, pour toute la filière. Et ben voilà, c'est une bonne conclusion. Bon c'est dans un an, mais on a déjà envie d'y être. Et vous avez encore beaucoup de travail sans doute en plus d'ici là. Merci à tous de votre participation. Merci à vous de votre attention. Et donc en attendant que s'écoule cette année avant le salon, eh bien, on vous propose de prolonger la discussion autour d'un verre et d'un buffet. Non ? On peut peut-être prendre des questions. Pardon. On peut peut-être prendre des oui, bien questions sûr, maintenant, si vous voulez, allez-y, bien sûr. Un petit peu de temps éventuellement. Des compléments, c'est certain. Allez. La première question est toujours difficile, mais. Ouais, allez-y. Ouais, il faut que je la refasse. Donc Jérémy Bélanger du Moniteur. L'idée était de savoir justement, est-ce que vous comptez profiter de cette occasion et de la présence des pouvoirs publics pour justement formaliser l'ensemble de demandes qui soient susceptibles d'amortir le surcoût associé à cette transition énergétique qui est encore devant nous et qui nécessite, j'ai bien compris, j'allais dire la coordination de tous, mais pas que de la filière, semble-t-il. Donc, est-ce que vous nous préparez, je sais pas, un manifeste, un livre blanc ou des choses comme ça ? Des mesures concrètes, quoi. Je ne pense pas que la profession va préparer quelque chose comme ça, mais par contre, de faire passer le message au pouvoir public que la décarbonation, c'est pas gratuit et qu'à un moment, ça coûte et que quelqu'un doit payer. Et donc, à la fin, comme les clients finaux, en général, c'est le public ou le parapublic, à un moment, il faudra qu'il y ait des ressources en face. Voilà. Je pense qu'il y a un moment, pas être naïf.
On n'est pas Non, là et puis- pour présenter un plan, je pense, dans un salon comme ça. On est là pour montrer une filière qui est active. Puis je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure, qui est active et qui bouge, y compris sur les chantiers, parce que j'ai failli bondir quand j'ai entendu quelle est la révolution. Dans les chantiers, ça bouge en permanence depuis très longtemps. La seule différence entre un chantier et une industrie, c'est qu'un chantier, c'est à chaque fois un prototype. Il n'empêche qu'on a introduit le BIM, qui est l'équivalent du 3D. On a introduit du Lean depuis maintenant un certain nombre d'années sur les chantiers qui existent dans l'industrie depuis longtemps. Donc voilà, ça bouge. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse prendre conscience au pouvoir public et en même temps leur faire prendre conscience que la décarbonation, à un moment, ça coûte, c'est pas gratuit. Ça peut pas être gratuit. Et puis moi, je voudrais quand même citer, étant un peu avec le DLR entre les constructeurs et les fabricants et les utilisateurs, je voudrais vraiment citer le travail qui est fait avec nos 5 fédérations depuis un an. Là, il y a des groupes de travail qui ont été plus ou moins demandés par les pouvoirs publics. Mais il y a un superbe travail qui est fait. La filière s'est mobilisée. En 18 mois, il y a eu un nombre incalculable de réflexions, de travaux pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, je sais qu'il y a des démarches qui sont faites auprès des pouvoirs publics. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas une solution. Donc, c'est compliqué de... Mais en tout cas, bravo. Ce qui est fantastique, c'est le travail qu'on a fait ensemble, parce que, à mon avis, la solution, elle sera dans la coopération. Et pas les clients qui disent « trouve-moi un matériel qui va bien ». Les constructeurs disent « voilà ce que j'ai mis au point et ce que ça coûte. Et puis, débrouillez-vous pour trouver les carburants qui vont bien dans votre région ». Parce que nous, au milieu, entre guillemets, on serait mal, pour appeler un chat un chat. Donc bravo, parce qu'il y a eu un travail, et je sais qu'il est en cours, il ne s'est pas terminé. D'ici 2024, je pense qu'on aura peut-être... Et surtout, ce qu'on a pu faire déjà, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas les grands oubliés. Parce que quand vous allez consulter les pouvoirs publics, le matériel de BTP, c'était « Ah bon, mais vous êtes qui, vous ?» Matériel, matériaux, qu'on soit au moins en étant ensemble, en se serrant les coudes, en montrant qu'on a quand même une certaine taille sur ce matériel, ça a fait énormément progresser les choses.